rendre une vie digne à l'ensemble des pays, ça consisterait à renverser l'ordre de domination actuel et très rapidement. Monsieur Aktouf, bonjour et c'est un immense plaisir de vous retrouver encore une fois pour un entretien concernant une question extrêmement importante et fondamentale pour l'avenir du monde, en particulier l'avenir de la paix dans le monde et qui concerne la question du système financier et monétaire international. Merci, bonjour, bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs, merci. Pour commencer, Monsieur Aktouf, j'aimerais bien vous poser une question d'actualité. Oui, Aujourd'hui, à la dernière session du sommet de Valdaï, qui regroupe beaucoup d'experts des quatre coins du monde sont venus à Moscou, oui, Monsieur Poutine, le président de la Fédération de Russie, quand il est intervenu, il a attaqué la monopolisation du système actuel par les États-Unis par le biais du dollar, l'utilisation de ce système comme un moyen de pillage et de néocolonialisme et de sapage de la souveraineté des pays, en particulier des pays du tiers-monde. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? ben, écoutez, j'ai à dire tout simplement qu'il a parfaitement raison. Le système monétaire dans lequel nous sommes et le système d'échange international dans lequel nous sommes découle de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où, comme on le sait, les grands vainqueurs et les grands provocateurs, d'ailleurs, des deux guerres mondiales sont les États-Unis, pour affaiblir leur grand ennemi de l'époque, qui était l'Europe. Et donc, il fallait abattre l'Europe et sa monnaie, ses monnaies, qui montaient notamment le livre sterling et le marque allemand, et plus ou moins le franc français. Mais donc, après les négociations de Bretton Woods, on sait que c'est la délégation américaine qui a imposé tous ses desiderata à la délégation de tous les autres pays dits vainqueurs. Ils étaient 44, mais il n'y en avait que 3 ou 4 qui avaient vraiment le droit à la parole, comme l'Angleterre, l'Allemagne et la France, par exemple. Cette délégation, dirigée par notamment John Maynard Keynes, pour ce qui est de l'Angleterre, voulait imposer une monnaie mondialisée, une monnaie commune mondiale qui devait s'appeler l'Unitas ou le Franco, et sous l'égide d'une institution internationale, genre ONU ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, les Américains qui avaient le gros bout du bâton, et notamment leur fameux plan Marshall, dont l'Europe avait un besoin vital, ils ont imposé le dollar comme monnaie de la mondialisation. Et donc le dollar est devenu de fait la monnaie de la mondialisation, est devenu de fait la monnaie de tous les échanges à l'échelle mondiale, y compris entre deux tout petits pays du tiers-monde qui échangent entre eux des bananes et des ananas. Alors donc, n'importe quel pays du monde doit d'abord passer par le dollar pour acheter à son voisin un litre de pétrole ou un kilo de banane ou un litre d'huile d'olive. Et M. Poutine a parfaitement raison. Ce système est parfaitement inique et donc le dollar est toujours malheureusement jusqu'à présent la monnaie de référence d'échange imposée de façon internationale et unilatérale, y compris d'ailleurs la question des réserves de change qui doivent être libellées en dollars et donc équivalent au déficit commercial de tout pays face aux États-Unis, eh bien ça aussi c'est complètement inique. Et ce système n'est pas du tout remis en cause. D'accord. Alors le dollar, il faut terminer par ça. Le dollar en 1971 est sorti du système monétaire qui était la conclusion des négociations de Bretton Woods, c'est-à-dire qu'il était basé sur l'or, donc 0,11 once d'or par dollar, que n'importe quel pays pouvait échanger. Donc dès qu'un pays a plus de trop de dollars, il pouvait les échanger dans n'importe quelle banque contre 0,11 once d'or par dollar. Mais c'est Mhm. Nixon, en août 1971, si j'ai bonne mémoire,
à cause de tout l'argent qu'ils ont dû dépenser pour notamment la guerre du Vietnam, eh bien, il a décrété unilatéralement que le dollar flottait et que donc plus personne ne pouvait l'échanger contre de D'accord. l'or. Et aujourd'hui, il est basé sur l'étalon pétrole. Voilà pourquoi toutes ces guerres, aujourd'hui, y compris la guerre d'Ukraine, c'est pour maintenir l'étalon pétrole du dollar. D'accord. Après ça, j'aimerais bien aller maintenant dans le fond du problème et j'aimerais Oui, poser ma première question concernant cette question-là fondamentale, ce problème fondamental. Première question, peut-on tirer un constat d'échec économique, social et humain de la financiarisation extrême de l'économie, née de mais, ce mais, système de Bretton-Woods? mais bien sûr, on peut en tirer un échec, d'autant plus que cet échec est annoncé depuis Aristote. Depuis Aristote qui avait dit que la crématistique, c'est-à-dire l'argent pour l'argent, finirait par tuer l'économie. Karl Marx qui a écrit que quand le capital bancaire finirait par prendre parce que la bourse à l'époque n'était pas tellement importante que les banques, allait finir par tuer le capital industriel et le dominer. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et Napoléon, qui disait tout chef d'État qui dépend de la finance et des financiers, des institutions financières, notamment des banques, est un chef d'État qui n'a aucune souveraineté et aucun contrôle ni sur ses objectifs, ni sur ses stratégies, ni sur son pays. Alors donc, parfaitement, oui, c'est un constat d'échec total parce que nous sommes dans un monde totalement financiarisé dans lequel la finance a largement dépassé, comme l'a établi aussi l'économiste Thomas Piketty ces derniers temps, avec ses deux livres sur le capital au XXIe siècle et Capital et idéologie. Eh bien, l'argent, le capital bancaire, comme disait Marx, ou la finance ont largement outrepassé et remplacé même l'économie industrielle. Mhm. Comme l'établit Piketty, par exemple, et bon, il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui l'avaient prévu avant, c'est que l'industrie, l'économie réelle, à cause du caractère fini de notre monde sur le plan de l'économie réelle, c'est-à-dire les arbres, les poissons, le pétrole, le fer, l'acier, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui vient de la nature, à cause du monde fini de ce monde-là, eh bien, l'économie va finir par se tourner par l'augmentation de ce qui peut augmenter sans avoir besoin de l'économie réelle, c'est-à-dire la finance par la finance. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le fintech, c'est-à-dire les technologies financières qui sont des tours de passe-passe qui passent même par la physique et la physique théorique et les mathématiques extrêmement évoluées pour créer des algorithmes qui aident à multiplier l'argent par l'argent. Et aujourd'hui, nous avons à peu près, estimé par les institutions internationales, à peu près en termes de finances qui circulent dans le monde, donc d'argent, de monnaie fiduciaire, non fiduciaire, d'obligations, de débentures, d'actions à terme, etc., produits dérivés, enfin tout ce qui circule dans les bourses, eh bien, tout ça dépasse déjà de 10 fois ou plus la valeur de la planète. Donc, c'est une bombe atomique qui va exploser et qui explose déjà. On le voit. La guerre d'Ukraine, d'Europe et tout ça, c'est tout simplement une guerre qui essaye de rétablir un certain équilibre en Occident entre le pouvoir de la finance et le pouvoir de l'industrie et de l'économie réelle. Parce que, comme on le voit, ça provoque inflation et pénurie, etc., etc. De tout ce qu'on voit, même s'il n'y avait pas eu la guerre d'Ukraine, on y serait arrivé à ça aussi. D'accord. Ma deuxième question, Monsieur Aktouf, euh, d'après ce que vous venez de développer maintenant, est-ce que vous pensez qu'il faut redonner la priorité au rôle régulateur des États? Les États doivent-ils pour cela reprendre le contrôle de l'émission de la monnaie, aujourd'hui abandonnée aux banques, aux sociétés d'assurance et aux établissements financiers de toute nature? Absolument, absolument. Ça, c'est depuis Reagan notamment.
Donc, depuis le Et Margaret néolibéralisme, Thatcher aussi. et Margaret Thatcher, bien entendu. Donc, Reagan et Margaret Thatcher, tout ça, mais Reagan a été le premier à décloisonner les rôles des banques. Parce que jusqu'à Reagan, bon, ça a été paraphé par la suite et définitivement imposé par Clinton à Marrakech en 1914, en 1994, l'un des rounds de l'OMC, si je me souviens bien. Eh bien, donc, oui, bien sûr, les États, jusqu'à Reagan, jusqu'à Thatcher, ce connu au libéralisme, avaient encore un peu de contrôle sur le débridage et les dégâts que provoque la finance pour la finance, notamment par le fait que les banques étaient cloisonnées. Et la bourse aussi, d'ailleurs. La bourse s'occupait de tout ce qui était valeur des entreprises et des fluctuations de leurs valeurs les unes par rapport aux autres et des échanges, notamment de transactions par la régulation de taux de change, etc., les échanges internationaux. Mais les banques aussi étaient spécialisées. Vous avez les banques d'épargne qui n'avaient pas le droit de rentrer dans les produits dérivés ou les capitaux à risque. Vous avez les banques commerciales qui ne devaient s'occuper que de prêts commerciaux, qui ne devaient s'occuper que de transactions nationales ou internationales qui avaient affaire avec des échanges purement commerciaux et qui avaient affaire directement avec les balances commerciales des pays. Et vous aviez des banques qui étaient spécialisées, ce qu'on appelle les banques d'affaires ou les banques d'investissement, qui étaient spécialisées spécifiquement dans l'aide aux entreprises, la régulation des structures financières des entreprises, etc., etc. Or, les banques, à partir des années 80, comme l'économie réelle commençait à décliner et comme les monnaies, la valeur des monnaies et la quantité des monnaies, aussi bien dans les banques, dans la bourse que dans les institutions financières, étaient intimement liées au capital industriel, donc aux entreprises, eh bien, on a complètement dérégulé et on a permis aux banques de commencer à faire, par exemple, les banques d'épargne, à faire des assurances, à rentrer dans l'assurance vie, à rentrer dans les produits dérivés, dans les capitaux à risque, ce qui fait que les banques d'épargne des États-Unis ont toutes fait faillite, toutes, absolument toutes, et ce qui fait que la valeur des retraites qui étaient dans les banques d'épargne des États-Unis, des travailleurs américains, tout d'un coup, les ont ruinés, etc., etc. Oui, bien entendu, absolument. Il faudrait que les États reviennent à réguler, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'Islande. L'Islande, on le sait, après 2008, a nationalisé complètement tout le système financier par référendum avec le peuple islandais. Ils ont demandé au peuple islandais, est-ce que vous voulez que nous fassions comme l'Amérique, comme la France, comme l'Angleterre, etc., qu'on renfloue les bandits qui ont organisé, et regardez, le prix Nobel d'économie cette année a été donné à Bernanke. Il y a deux autres qui ont été parmi les artisans des escrocs qui ont provoqué la crise de 2008 à travers Wall Street. Bon, Ouais. alors donc voilà, mais on sait que le prix Nobel d'économie n'est pas un prix Nobel. C'est un prix décerné par l'Union des banques et la banque suédoise en hommage à Nobel. C'est même pas un prix Nobel. Bon, donc on a là deux mensonges. Un, c'est un faux Nobel, et deux, c'est une fausse science, puisque l'économie n'est pas une science. Ouais. Alors voilà, donc on se Monsieur fout du Bernanke, monde. qui se faisait appeler Monsieur Hélicoptère, parce qu'il disait que pour sauver les banques, je suis prêt à déverser les billets, même à partir d'un hélicoptère. Voilà la liquidité, ce qu'on appelait Quantitative easing. quantitative easing, voilà, exactement, l'assouplissement quantitatif. Bon, et donc Keynes a complètement détruit ça déjà de son temps, parce que ce qu'il appelait la trappe à monnaie, le trou à monnaie. Et il disait que plus vous déversez des monnaies dans un contexte d'inflation, de récession combinée, etc., comme c'était à ce moment-là, eh bien, on tombe dans le piège du fait que les investisseurs hésitent à investir, les consommateurs hésitent à consommer, même si vous leur déversez des billets, parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'économie, parce qu'ils anticipent toujours des baisses donc de consommation pour les investisseurs, et ils anticipent aussi des baisses de salaire
pour les travailleurs, puisqu'il y a des baisses d'investissement. Et donc, d'un côté et de l'autre, toutes ces liquidités ne servent à rien. Et elles tombent dans un trou, comme le disait Keynes. Mais ça, est-ce que Bernanke a étudié Keynes? Moi, j'ai des doutes. Bon, D'accord. alors donc, absolument. Alors, pour que les États reviennent à ça, c'était le cas avant le thatcherisme et le reaganisme pour la plupart des pays, les banques centrales étaient contrôlées par les États. La banque centrale était commandée par l'État qui, lui, faisait imprimer ou pas imprimer de la monnaie selon les besoins de l'État et du pays. Or, depuis le reaganisme et le néolibéralisme, on a décrété que les États, c'était des espèces d'ogres budgétivores qui ne font que bouffer des budgets et faire des programmes sociaux pour des fainéants qui foutent rien et à qui on donne des salaires et des subventions pour rien. Eh bien, ils ont décrété que si la Banque centrale devenait privée, les États seraient obligés d'emprunter au taux des marchés. Et s'ils empruntent au taux des marchés, ils vont hésiter à trop emprunter et trop dépenser, comme avant, quand la banque centrale leur appartenait, où ils pouvaient emprunter à zéro intérêt. Alors, bien entendu, il faudrait revenir à ça, mais absolument, et de façon urgente, au Mais Monsieur contrôle. Aktouf, le retour à cet aspect-là, c'est-à-dire le contrôle de l'État sur l'émission monétaire et Oui, son contrôle sur le mouvement de capitaux à oui, l'intérieur comme entre l'intérieur et l'extérieur. Cela va donner certainement un coup à l'hégémonie du système occidental basé sur le dollar, non, parce que chaque État va avoir sa souveraineté sur sa propre monnaie, qui est la souveraineté réelle en fait. C'est pas mais le bien, territoire ou l'armée qui fait la souveraineté d'un pays, mais avant tout, c'est sa souveraineté sur sa monnaie. mais bien sûr, et ça se passe de plusieurs façons. D'abord, même quand vous avez vos propres banques et que vous essayez, Kadhafi l'a essayé, et on a vu ce qui lui est arrivé. Bon. Et donc d'autres aussi ont essayé. Allende au Chili avait des idées de ce genre aussi. On sait ce qui lui est arrivé. Bon, donc décréter des souverainetés sur sa monnaie nationale, c'est aller directement de front à lutter contre le système monétaire et le système économique mondial dominé par les institutions de Bretton Woods qui tiennent à la gorge 90% des pays de ce monde avec leurs prêts obligatoires. Et vous savez comment ça se fait. Je vais expliquer, c'est très bien écrit dans plusieurs de ses livres, mais dont particulièrement La Grande Désillusion. La Banque mondiale et le FMI, particulièrement, l'OMC encore plus, l'OMC c'est la défense des pays riches, eh bien, dans les échanges commerciaux, Banque mondiale et FMI envoient des soi-disant experts, etc., délégations d'experts dans les pays en voie de développement pour soi-disant les aider à se développer, à éradiquer la pauvreté, ce qui est le rôle de la Banque mondiale, à jouer le même jeu économique, etc., ce qui est du Fonds monétaire, à prêter, etc., eh bien, ils y vont et c'est eux qui dictent à des États d'abord corrompus, pourris, dont les chefs d'État sont achetés par le système des multinationales et compagnies, etc. Et ils leur imposent, par exemple, des systèmes d'électrification, des systèmes de routes, d'autoroutes, de communication, de télécommunications, de ports, d'infrastructures, de tout ce que vous voudrez. Ils leur imposent, dans des rapports soi-disant économiques, qui sont déjà faits par ces économistes, dont Stiglitz le dit dans son livre, envoyés par le FMI et la Banque mondiale et compagnie, qui sont faits à Washington avant même que ces gens n'arrivent dans le pays en question. Par exemple, l'Indonésie, le Panama, l'Érythrée, l'Éthiopie, et je peux en citer encore d'autres, où ils vont là, le Tchad, etc., le Togo, bon, je peux en citer des centaines et des dizaines. Et donc là, arriver avec des rapports qui sont déjà faits avant même de partir de Washington, que disent ces rapports? L'Éthiopie manque de système d'électrification et son système d'électrification sera fait par Westinghouse. Et on prête 20 milliards de dollars à l'Éthiopie. Mais ce 20 milliards de dollars ne sort jamais des États-Unis. Il va directement aux caisses À de Westinghouse. Westinghouse. Mais le peuple éthiopien doit payer 20 milliards de dollars de dettes avec intérêt au Fonds monétaire international. Alors voilà comment ça marche. Donc évidemment, il faut que ça cesse. C'est complètement inique, c'est complètement
l'impérialisme total, notamment des États-Unis et du dollar sur le monde qu'il faut immédiatement stopper. D'accord. Ma dernière question pour cette première partie de notre entretien, que pensez-vous de l'idée d'une régulation financière assurée par un système de parité fixe ou du moins stable avec un instrument de référence commun pour compenser les déficits et les excédents d'échange entre États? Ça serait malheureusement une étape qui en nécessite une ou deux autres préalables. Mhm. Cette étape-là de parité est donc pratiquement de jeu d'égal à égal dans les échanges bancaires, c'est-à-dire de jeux dans lesquels, par exemple, des pays d'Afrique, comme l'Algérie ou n'importe quel pays d'Afrique ou du tiers-monde ou d'Amérique latine, etc., et des banques qui ne soient pas obligées, ou des systèmes bancaires, ou des institutions financières, qui ne soient pas obligées d'avoir automatiquement une couverture de ce qu'on appelle des banques de première et de deuxième ligne. C'est-à-dire, par exemple, l'Algérie est couverte en première ligne par des banques françaises, la banque Paribas, je ne sais pas quoi, le Suez, etc. Et ensuite, en deuxième ligne, par la City de Londres et tout ça. Donc, il faudrait déjà se débarrasser de ça. Parce que votre monnaie algérienne, même convertie en dollars ou en euros, en ce que vous voudrez, ben, elle ne vaudra rien du tout tant que ces banques de première et de deuxième ligne ne les acceptent pas. Et ensuite, il faudrait aussi arriver à la réponse que j'ai donnée pour la question précédente, à ce qu'on se sorte de l'hégémonie du dollar et de son statut de fait de monnaie d'échange de la mondialisation. Alors, si on arrive à tout ça, il faudrait donc que tous les pays du tiers-monde et les pays qui dépendent de ce système monétaire et financier international arrivent à avoir, je dirais, les colonnes vertébrales assez solides pour décréter unilatéralement que dans leurs frontières, le système financier est sous contrôle de leur autorité. Et donc, la monnaie du pays en question vaudra, malheureusement, c'est ça la condition qui est terrible, ce que vaut sa productivité économique. Vous ne pouvez pas déclarer ou décréter qu'un dinar algérien va valoir à parité la livre sterling ou je sais pas ou la lire italienne, enfin si elle existait, ou l'euro ou tout ce que vous voudrez, avec une économie algérienne dont les intrants et les semi-finis pour faire n'importe quoi en Algérie, même pour manger, dépendent des importations et de ce que nous impose l'évolution des termes de l'échange, des taux d'importation et d'exportation. Alors aujourd'hui, pour importer, je ne sais pas moi, une Jeep américaine ou une Peugeot française, il faut 10, 15, 50 fois plus de barils de pétrole qu'il y a 50 ans. Alors donc, il faudrait régler tous ces problèmes-là et accepter que, bon, tous ces États, s'ils veulent décréter, moi c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je préconise et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, un minimum d'autorité et de pouvoir et de contrôle sur leur propre monnaie, il faudrait d'abord qu'ils acceptent des sacrifices locaux, à commencer par les plus milliardaires, par les plus riches, par tous ceux qui ont des milliards et des milliards à l'extérieur des pays. En Algérie, on a une dizaine de milliardaires qui ont pratiquement la moitié du budget algérien, ou j'exagère, ou je ne sais pas, enfin, je ne pense pas tellement. Si on prend toutes les formes par lesquelles il y a ces fuites de capitaux d'Algérie, eh bien, il faudrait les rapatrier. Et les rapatrier de force en les enlevant aux banques de l'Occident, à commencer par la City de Londres, par les banques de Paris, par les banques de New York, etc., etc., et les paradis fiscaux qui sont sous contrôle américain, suisse et anglais, on le sait. Bon, donc il faudrait rapatrier tout ça, renflouer nos banques avec ces devises donc, qui ont déjà une valeur qui vient du fait qu'ils viennent en libellé en devises fortes, et à partir de là, décréter un système financier national, régional, etc., sous contrôle des États qui
à ce moment-là, pourrait avoir les reins assez solides pour affronter une parité de monnaie par panier, par région, par pays, enfin peu importe, mais une parité qui ferait que la productivité économique des pays concernés soit suffisamment mise à niveau pour affronter les autres monnaies étrangères à parité. Parce qu'il faut comprendre qu'à parité, si votre économie, votre productivité économique est trop faible, vos termes de l'échange sont extrêmement colossaux. Au lieu de 50 barils de pétrole pour une Peugeot, il vous en faudra 1000. Bon, donc, voilà tout ce qu'il faut faire déjà. Il y a des préalables. D'accord. Mais faire ça, c'est aussi s'attaquer à ce système-là de domination du dollar, parce que là, on sort de cette obligation de passer par le dollar comme monnaie d'échange internationale. Et ce système-là va certainement permettre aux pays qui ont des intérêts communs ou de production ou de matières premières ou d'industrie d'échanger dans leur propre monnaie en trouvant des mécanismes. Que Oui. pensez-vous de ça? Ah ben, oui, oui, ah oui, oui, non, mais c'est une excellente solution. Ça. D'ailleurs, c'est sur quoi je travaille personnellement en Amérique latine, évidemment avec des gens d'Amérique latine et le BRICS par extension. Donc, il faudrait regarder aussi du côté du BRICS ou du côté de l'accord économique et monétaire d'Asie, qui est en train d'être négocié et où la Russie, d'ailleurs, a aussi son rôle et sa place. Et donc, oui, absolument. Il faudrait donc sortir de l'hégémonie du dollar. D'abord, très certainement, c'est ce que je suis en train de, je suis en train de travailler en Amérique latine avec d'autres, commencer par revenir à des échanges clearing. C'est-à-dire avant d'arriver à des monnaies communes, c'est quelque chose de très compliqué, très, très, très complexe, qui implique beaucoup d'éléments des économies comparées, etc., de secteurs d'économie comparés, secteur par secteur, etc. C'est assez compliqué. Donc, de revenir au système clearing. Par exemple, aujourd'hui, l'Argentine donne de la viande au Venezuela. Le Venezuela donne de l'huile à l'Argentine. Le Brésil donne du bois, enfin avant Bolsonaro. J'espère que Lula va revenir et que ça reviendra. Le Brésil donne du bois, par exemple, à l'Uruguay ou au Paraguay, et l'Uruguay ou le Paraguay donnent du, je sais pas moi, des bidets ou des robinets ou des lavabos ou peu importe. Le Cuba donne des médecins, par exemple. Les médecins cubains, c'est un peu partout en Amérique latine, et particulièrement au Venezuela. Alors, beaucoup de médecins cubains au Venezuela, et chaque médecin cubain rapporte à Cuba des millions de litres de pétrole. Bon, alors donc commencer par ça, et petit à petit établir une monnaie régionale avec des parités, avec des monnaies locales de chaque pays qui vaut en fonction de la productivité du pays, mais dans un panier régional dans lequel il y aurait des droits de tirage en fonction des productivités de chacune des économies, et petit à petit aller vers une monnaie commune régionale et peut-être d'Amérique latine, peut-être d'Afrique, peut-être. Bon. Mais c'est ces étapes-là qu'il faut suivre. J'aimerais vous poser la question, d'après ce que vous avez développé dans la première partie, comment passer justement à l'action pour faire fonder un autre système beaucoup plus juste et humain qui permette à tous les pays du monde de se développer de manière digne et donner une vie digne à tout leur peuple. Donc, ma question, est-il possible de mettre hors la loi les instruments financiers trop spéculatifs par des accords entre gouvernements? Euh, oui, euh, votre question, voyez-vous, est une question extrêmement grave et profonde. Redonner une vie digne à l'ensemble des humains de cette planète, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres éléments que, hélas, juste la question du système financier.
Mais bien évidemment, le système financier joue un rôle aujourd'hui prépondérant, ou presque, puisqu'il a pris la place qu'il a pris, et qu'il a prise. Bon, alors donc, rendre une vie digne à l'ensemble des pays, ça consisterait à renverser l'ordre de domination actuel et très rapidement. C'est-à-dire, quand je dis très rapidement, je dis même urgemment. C'est-à-dire qu'il faudrait, à mon avis, que ça ne viendra pas de l'Occident. Parce qu'il ne faut pas compter sur les États-Unis, sur l'Europe, etc., pour se mettre une balle dans le pied ou une balle dans chaque pied et accepter un ordre mondial différent de celui qui les arrange tellement, même s'ils doivent le maintenir par la guerre, par le sang, par les invasions, par les massacres, etc., ils n'hésiteront pas. Bon, donc il faudrait que ça vienne du reste du monde. Et le reste du monde, je pense en premier lieu aux BRICS. Alors le BRICS, il ne faut pas oublier, c'est quand même 40% du PNB mondial, c'est 30% de la population mondiale, ce n'est pas rien. Alors si le reste du monde, le BRICS, c'est 5 pays, bon, donc le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie, bon. Alors il faudrait que le reste du monde, du tiers-monde, tout ce qu'on appelait avant les non-alignés, donc les pays eurasiatiques sortis de l'ère coloniale, il faudrait que l'ensemble de tous ces pays-là, de l'Afrique, donc de l'Asie, etc., de l'Amérique latine, qui ne sont pas encore dans le BRICS, songent à faire comme le BRICS ou comme la Malaisie, dont je commençais à parler tout à l'heure, qui a nationalisé donc son système bancaire et mis en prison les banquiers qui ont provoqué la crise au lieu de les rembourser et de les récompenser comme on l'a fait aux États-Unis, en France et en Angleterre et ailleurs. Et aujourd'hui, l'Islande est un pays qui se porte très bien. Elle a complètement mis en gestion nationale étatique l'ensemble de son système financier et bancaire. Et elle s'en sort très bien. Là, en Islande, on vit très très bien. Alors il y a la Malaisie qui va un peu aussi dans ce sens, il me semble, mais il faudrait que tout le reste des pays, des pays, disons, non membres de l'OTAN, etc., fassent la même chose. Et ce qui implique des sacrifices, et notamment des sacrifices des plus nantis. C'est-à-dire que nos plus nantis de nos pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, etc., etc., commencent eux-mêmes par rapatrier de gré ou de force, je le dis et je le répète, les milliards et les milliards qu'ils ont placés dans les pays dits développés et de l'OTAN. Pensez juste aux migrants. Vous voyez, il y a des choses auxquelles, comme ça, dans le système financier, on n'y pense pas beaucoup. Par exemple, ce qu'on appelle les migrants. Ces gens, on nous dit, ils sont des centaines et des centaines et des centaines de milliers, sinon des dizaines de millions, qui, chaque année, passent de la Syrie, de l'Irak, du Moyen-Orient, de c'est quoi, d'Amérique latine, de partout du monde, d'Algérie évidemment, d'Afrique, de toute l'Afrique, etc., vers l'Europe, vers les pays de l'OTAN, vers les pays riches. Et on nous dit que chacun de ces migrants doit payer entre 2 000 et 5 000 euros par personne pour traverser la Manche ou traverser la Méditerranée ou une partie de l'Atlantique ou même en mer de Chine d'ailleurs, etc., etc. Alors, in fine, il faut y réfléchir un peu. Ces 2 000 à 5 000 euros, ils finissent où? Ils finissent dans les banques de Paris, dans les banques de Londres, dans les banques de New York. Ces passeurs, ces bandits, ces criminels, tout ça, comme on les appelle, qui passent ces gens pour 2 000 à 5 000 euros par personne, ces centaines de milliers de millions d'euros qu'ils font, ils ne vont pas les placer dans la banque de Ouagadougou, ni dans la banque du Bénin, ils vont les placer à Paris. Alors Paris, Londres, Washington, etc., ils n'ont surtout pas intérêt à ce que la migration cesse.
Ils ont tout intérêt à ce que la migration continue. Ça leur rapporte des milliards et des milliards et des milliards par jour. Alors voilà donc toutes des choses par lesquelles il faudrait commencer. Faire en sorte que dans nos pays, nos gens n'aient plus envie de fuir. Alors imaginez tous ces gens qui fuient, ils fuient non seulement en tant que compétence, parce que maintenant, d'Algérie par exemple, et d'autres pays d'Afrique, et d'ailleurs, il y a des gens extrêmement formés, des docteurs en astrophysique, en physique, en médecine, en chimie, en machin, etc., par famille entière, qui vont donc avec 2 000 à 5 000 euros par personne, plus leurs compétences qui a coûté des millions et des millions de dollars à leur pays pour les former, et ils vont gratuitement, comme cadeau, aux pays développés, aux pays de l'OTAN. Alors, tout ça aussi, il faudra y penser. Alors, si moi, je suis resté au Canada et j'y vis, moi, j'aime pas vivre au Canada. Je n'aime pas vivre à moins 30 degrés, là, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aimerais continuer à vivre dans mon pays. Mais dans mon pays, on ne me donne pas de logement décent, on ne me donne pas de conditions de travail décentes, on ne me donne pas de salaire décent, on ne veut même pas écouter ce que je dis, on met des ânes complets comme chef au-dessus de ma tête qui ne comprennent même pas ce que je dis. Alors pourquoi voulez-vous que je reste en Algérie? Ben, la même chose pour le Maroc, la même chose pour etc., etc., etc. Donc voilà toutes les choses par lesquelles il faudrait commencer pour rétablir cette vie digne dans nos pays. L'enjeu, la balle est entre nos mains, beaucoup plus qu'entre les mains des pays de l'OTAN et développés. Donc commençons par établir des conditions qui font que nos milliards de nos milliardaires reviennent et qu'ils reviennent. Pourquoi? Pour faire en sorte que des gens comme moi, des médecins comme moi, des super instruits, etc., comme moi, qui sont des cadeaux à l'étranger, reviennent en Algérie et trouvent, comme a fait le Japon, comme a fait la Chine, par exemple, trouver des logements décents, des conditions de travail décentes, des laboratoires, des assistants, un salaire décent, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on fera ce qu'on appelle du développement auto-centré. Il faut qu'on le fasse tous. Sinon, on restera esclave de cet ordre dicté par les pays de l'OTAN. D'accord. Mais pour revenir à la question sur la question des instruments financiers trop spéculatifs qui détruisent justement les économies, donc selon vous, quand vous dites qu'il ne faut pas compter sur l'Occident, ça ne sera pas possible de faire une agence, par exemple, internationale régulatrice pour la prospection, l'exploitation de la transmutation des matières premières en vue d'éviter les spéculations et les écarts de prix entre les États producteurs et les États qui consomment, tout en s'efforçant bien sûr de ne pas puiser et tuer la nature, avec un Ah esprit bah, un peu d'écologie. ah ben oui, mais là, c'est, je dirais que, que pour moi, c'est presque le rêve. Euh, donc, le rêve de freiner, de ralentir l'argent spéculatif, dans l'état actuel des choses, c'est plus que du rêve. C'est du domaine de l'impossible. Du domaine de l'impossible, pourquoi? Parce que même les profits, ce qu'on appelle les profits, ne se font plus aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire. Je peux citer des gens, de très grands économistes qui ont dit la même chose. Bernard Maris, paix à son âme, qui est mort maintenant, Jacques Généreux, je ne sais pas, bon, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Robert Reich, etc. Je peux en citer. Aujourd'hui, les profits, vu l'état de l'économie réelle et de la nature, les profits ne se font plus que sur trois choses, ou quatre. Le chômage, la pollution, c'est-à-dire la destruction de la nature, et la spéculation. C'est tout. Il n'y a aucun autre moyen de faire des profits. Alors, toute entreprise qui déclare je fais des profits, c'est tout simplement une forme d'augmentation de cette quantité d'argent absolument artificielle et fondée sur aucune utilité, aucune commodité réelle de l'économie réelle qui fait la dignité des vies humaines et de la nature, et qui est donc totalement coupée de ça, et qui n'est que, au contraire,
destruction de tout ça. Alors, par exemple, aujourd'hui, ça a été démontré par un économiste qui s'appelle Manfred Max Neef, un Chilien, il y a déjà des années 90, si j'ai bonne mémoire, qu'à partir du milieu de la décennie 80, chaque dollar supplémentaire du PNB mondial ne pouvait plus se faire qu'en provoquant au moins 10, 15, 20, 100 dollars de destruction. Donc, un dollar de plus du PNB, à son époque, 100 dollars de moins en valeur de la nature et de la dignité humaine à l'échelle mondiale. Évidemment, avec des inégalités, bien entendu. Ces inégalités dont Piketty s'est fait le champion de la démonstration depuis 3 siècles, de la statistique, enfin, donc depuis 3 siècles. Eh bien, donc voilà comment cette vie de dignité que vous appelez de vos voeux pourrait revenir. Ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les économies, y compris occidentales, acceptent du jour au lendemain de baisser la croissance. Et on peut baisser la croissance. Mais ça, c'est une autre question que j'expliquerai peut-être une autre fois si vous voulez. Mais il y a une théorie de la croissance zéro. Non, mais je voulais, avant d'arriver à cette idée-là, peut-être que nous pourrons la traiter dans un autre entretien, certainement. Oui. Mais donc, vous pensez qu'il est impossible de mettre en faillite ordonnée le système actuel qui draine des centaines, voire des millions de milliards de dollars de produits financiers et d'actifs toxiques, mais qui font de l'argent juste avec de l'argent et complètement déconnecté de la réalité. Pour vous, donc, il est pratiquement ce système de domination que M. Poutine a, par exemple, a vivement dénoncé aujourd'hui, et qui est l'instrument du néocolonialisme qu'il pointe, il est pratiquement impossible de le mettre en faillite. Donc, il faut absolument un autre système parallèle. Absolument. Oui, c'est pratiquement impossible. Ça ne serait possible que si et seulement si les pays de l'OTAN et l'Occident sont, par des raisons X qui peuvent venir peut-être de l'issue de la guerre d'Ukraine, peut-être d'une troisième guerre mondiale, peut-être je ne sais pas quoi, mais il faudrait que cet Occident, ces pays de l'OTAN, soient contraints, forcés de manière extrêmement vigoureuse et contraignante et impossible à contourner pour qu'ils renoncent à leur système de fabrication d'argent pour l'argent, de produits dérivés, de spéculation. C'est tellement facile. Écoutez, en 98, un seul homme, George Soros, a pratiquement mis à genoux la Corée du Sud, seulement en retirant quelque chose comme 40 à 50 milliards de dollars qu'il a placés dans le système d'exportation des banques de Corée. Il les a retirés du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, la Corée du Sud était dans l'impossibilité d'exporter ses produits. Et la Corée du Sud a failli passer par des phases extrêmement graves et douloureuses si ce n'était le fait que la mentalité asiatique et d'Extrême-Orient, donc de la Corée jusqu'au Japon, la Chine, etc., est une mentalité de gens solidaires. Et ce sont les PDG et les patrons des entreprises qui ont été les premières mises en faillite par ces mesures donc, de retrait d'argent d'un seul homme qui s'appelle George Soros, qui les premiers ont renoncé à leur salaire, à leurs primes, à leurs économies, à leur deuxième villa, à leur résidence secondaire, à leur je ne sais pas quoi, etc., pour les remettre dans l'économie coréenne. Et on nous a montré, on a vu des PDG coréens vendre des sandwichs dans la rue pour vivre, pour ne pas priver les employés aussi de capacité de pouvoir vivre encore avec ce qui reste. Et surtout, ils ont établi une politique d'achat coréen. Le pouvoir coréen a décrété donc au peuple coréen, à partir d'aujourd'hui, n'acheter absolument rien qui ne soit pas fait en Corée. Et donc, par cet achat coréen, les Coréens, le peuple coréen lui-même a contribué à renflouer le système financier coréen
qui a pu petit à petit reprendre ses capacités d'exploitation, etc. Alors voilà, la puissance de ce phénomène spéculatif de produits dérivés, etc., et de placement et de mouvement de capitaux au gré Donc, d'une personne qui fait l'ordre du monde. Monsieur Actouf, selon vous, il est impossible de réorganiser l'endettement. Par exemple, envisager une annulation des dettes illégitimes, un réenchôlement en faveur des pays en difficulté, Sauf, neutraliser le jeu des taux de change et d'intérêts composés. Cela, sauf, ça relève de l'utopie alors. mais bien sûr, écoutez, l'intérêt composé, c'est les deux mamelles qui nourrissent le capital, particulièrement le capital financier. Vous enlevez l'intérêt composé, et puis le capital financier est mort. Donc, ils n'ont sûrement pas intérêt à ça. Et donc, ils ne le feront, comme je vous le dis, que contraints et forcés, quand ils verront que cette politique d'imposition d'un système financier complètement unique et de prêts, de conditionnalité qu'on connaît, etc. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, bien entendu, mais dont on sait l'existence et les conséquences, notamment Joseph Stiglitz et encore un autre auteur qui s'appelle John Hopkins, qui peut travailler pour le Fonds monétaire international et qui a écrit, ou la Banque mondiale, et qui a écrit un livre qui s'intitule Mémoire Confession d'un assassin financier. Mhm. On voit très bien que sans l'assassinat financier des pays du tiers-monde, tout ce système ne tient pas. Donc ils sont obligés de mettre l'Érythrée, l'Éthiopie, le Panama, l'Indonésie à un moment donné, etc., en état de quasi-faillite totale ou technique, par des prêts à conditionnalité et des prêts illégitimes et des prêts fictifs pour le fabriquer des systèmes d'électrification de télécommunications dont ils n'ont même pas besoin. Pensez à l'Érythrée. Est-ce que l'Érythrée a besoin d'un système d'électricité pour alimenter des super téléviseurs et des super téléphones à tête chercheuse ou je ne sais quoi? Ou est-ce que les Éthiopiens ont besoin de poulets et d'agneaux à manger? Ils ont d'abord besoin de poulets et d'agneaux à manger avant que Westinghouse ne vienne leur faire un système de câblage de télévision de Netflix. Enfin, voilà, donc le système D'accord, occidental vit là-dessus. Et d'accord. pour l'empêcher de vivre là-dessus, il faudrait une catastrophe. Pour la dernière question, j'aimerais bien qu'on se penche un peu sur les problèmes de l'Afrique. Donc, à la lumière de ce que nous venons de développer, que faire pour libérer les pays africains de la dette et du dictat du franc CFA, Est-ce que le groupe des BRICS, cet nouvel ordre mondial multipolaire avec le leadership chinois et russe, peut justement aider dans cette direction. Notamment, la Russie, après le début de l'opération spéciale en Ukraine, a donné l'exemple en mettant en adossant sa monnaie à l'or et aux matières premières qu'elle exporte. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Certainement, certainement. Mais il ne faut pas oublier que ce système financier mondialisé est tellement fort qu'on voit à présent que les monnaies qui étaient touchées à un certain moment par la guerre d'Ukraine commencent à jouer un peu au yo-yo. On voit que le dollar qui montait commence à baisser, l'euro qui baissait qui commence à monter, le rouble qui à un moment était à parité, monté, etc., qui baisse aussi. Maintenant, on voit l'inverse par rapport au dollar par rapport à la question de gaz de schiste contre lequel s'élèvent les peuples, Mhm. bon, notamment les écologistes et les voix qui les représentent d'Europe, etc. Mais tout ça joue au yo-yo tellement qu'il est quasi impossible de prédire quelle en sera l'issue. Bon, alors d'un autre côté, le BRICS, malheureusement, le BRICS ont réussi à le désunir. Bolsonaro, et je connais très bien le Brésil, Bolsonaro a été élu grâce à l'argent américain. Bolsonaro a été élu grâce aux évangéliques, etc. Les évangéliques sont entrés en masse, comme une marée, comme un tsunami dans le Brésil pour faire de la propagande partout dans le dernier des foyers des campagnes brésiliennes pour Bolsonaro.
avec des arguments de Papa Noël, de rêve, etc. Alors déjà, le BRICS, on arrive à le fissurer. Si Lula n'est pas réélu, si Bolsonaro est réélu, moi, je ne donne plus énormément de survie et de continuité d'évolution de ce qu'a commencé l'élan du BRICS. Donc, multiplier les BRICS, ça me paraît là aussi problématique pour les mêmes raisons. Les raisons de capacité de fissurer les mouvements. Comme ils ont fissuré et tué le mouvement des non-alignés, ils vont fissurer et tuer le mouvement du BRICS. Alors, pour les pays d'Afrique, moi, ce que je dirais, je prendrai juste un exemple. L'Afrique du Nord, nous sommes 5 pays, de l'Égypte à l'Algérie. Comment se fait-il que de l'Égypte à l'Algérie, nous n'échangeons entre nous que moins de 3% de nos échanges internationaux? Moins de 3%. Mais c'est un scandale économique mais incommensurable. 95% de nos échanges, nous les faisons avec la France, l'Amérique, etc. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire une union du Maghreb, comme on dit, arabe ou pas arabe, enfin peu importe, du Maghreb, déjà du Maghreb, et échanger entre nous en clearing, déjà, que l'Algérie donne du pétrole à la Tunisie donne de l'huile d'olive, la Libye donne du pétrole à l'Égypte donne je sais pas moi, des produits alimentaires, de l'eau du Nil, de je sais pas quoi, etc. On pourrait, avec des échanges clearing entre nous, on pourrait déjà baisser de 40 à 50% les échanges que nous sommes obligés de faire avec les pays de l'OTAN et de l'Occident. En plus d'améliorer le rapport de termes de l'échange de nos propres produits, puisqu'à force d'échanger entre nous, nous gagnerons en expérience de qualité et de rapport qualité-prix, durabilité, etc., etc., de produits échangés, d'abord matières premières, matières semi-finies, matières, etc., etc., et petit à petit, développer ainsi, donc peut-être l'union, le CEDEAO, qui veut prendre la relève des pays, avec 15 pays qui étaient 14 du franc CFA, avec l'ECO. Mais l'ECO, il va être promulgué officiellement en 1927. Pardon, 2027. Et en 2027, je ne sais même pas si on sera encore là, avec ce qu'on est en train de faire à la Terre. Pourquoi on attend 2027 pour que 15 pays d'Afrique s'entendent sur un système monétaire qui peut se faire en 6 mois à 1 an avec des systèmes de parité, de panier entre les différentes monnaies en fonction des particularités économiques de chacune des entités membres de la CEDEAO. Peut-être c'est à cause justement du contrôle des économies de ces pays-là par le franc CFA lui-même, qui est adossé au dollar et qui est contrôlé essentiellement par la France, imprimé Bien même par la sûr, France. bien sûr, mais rien n'empêche, en termes de souveraineté, des chefs d'État de ces 14 ou 15 pays africains de décréter en s'unissant et en se mettant d'accord, fini le franc CFA. On n'en veut plus. Ben, pourquoi Nixon a décrété en août 1971 qu'il dénonçait unilatéralement un accord international en violation flagrante de toutes les lois du droit international et de toutes les lois financières qui découlaient des grandes négociations de Bretton Woods. Charles de Gaulle a été le plus grand à gueuler, à crier, à corps et à cri que Nixon n'avait pas le droit de faire ça, que les États-Unis étaient en train de violer le minimum de droits démocratiques, de droits, etc., etc. Tout ce qu'il a reçu comme réponse, Nixon lui a dit, it's my money and it's your problem. If you're not happy, send your army. C'est ma monnaie et c'est votre problème. Si vous n'êtes pas content, envoyez-moi votre armée. Voilà le système dans lequel on est. Et en plus, tous nos pays africains sont des pays corrompus. Tous. Et je le dis avec colère. Tous. Il n'y a pas un chef d'État africain qui n'est pas installé et tenu à bout de bras par Washington, Paris et Tel Aviv. Pas un. Bon. Alors, quand ils sortiront de ça,
et qu'ils auront des chefs d'État comme Lumumba, comme Nkrumah, comme tout ça, Comme qui ont été Sankara. assassinés, qui ont été, hein, eh bien, et qui décréteront qu'ils veulent le bien de leur pays et seulement de leur pays, et qu'ils s'unissent, ben là, ils représenteront une sacrée force. Mais quand? Alors, on a un autre problème aussi en Afrique, c'est que par ce système de cooptation et de tenue à bout de bras par l'Occident de nos dirigeants, il y a même des dirigeants français, etc., qui le disent, carrément. Il n'y a pas un dirigeant africain ou du tiers-monde qui n'est pas à notre botte. C'est nous qui le désignons, c'est nous qui le choisissons, c'est nous qui faisons en sorte qu'il reste au pouvoir et qu'il ne reste pas. On a un autre problème, c'est que nos chefs d'État durent jusqu'à la fin de leur vie. Donc, à un moment donné, les relations entre États ne sont plus des relations entre gouvernements, avec des questions de droits internationaux, de questions d'échange, de droits d'échange, deviennent des relations entre personnes. Hassan II qui ne pouvait plus sentir Kadhafi. Kadhafi qui ne pouvait plus voir Hassan II. Boumedienne qui ne pouvait plus voir je ne sais plus qui. Et je ne sais plus qui ne pouvait plus voir Boumedienne. Alors ça devient des relations entre personnes qui sont là à vie, qui finissent par se détester entre personnes, et ça fait que les États et les pays en payent le prix. C'est-à-dire en prenant en otage l'avenir de leur pays et de leur... Mais, mais bien sûr, et en garantissant leur pérennité d'empereurs, de dictateurs, d'autocrates bien garnis.